Bonjour, dans cet épisode de Au cœur du réseau, premier d'une série de 2, nous allons aborder le thème de la robustesse comme facteur clé d'adaptabilité des filières agri-agro face aux aléas économiques et aux fluctuations de l'environnement. Pourquoi et comment la robustesse dans les filières agri-agro ? Il s'agit sans doute d'un enjeu capital de sécurité et de qualité de notre alimentation à l'avenir et aussi de mieux vivre. Je suis Mathieu Benoît de l'association Purpan Alumni et j'ai aujourd'hui la chance d'échanger avec Olivier Amand qui propose de s'inspirer de solutions de robustesse observables dans le monde vivant et qui ne va pas de pair avec une performance sans limite. Olivier Amand est biologiste de formation et directeur de recherche à l'INRAE et il dirige aussi l'Institut Michel Serres. Bonjour Olivier Amand, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner au cœur du réseau dans notre podcast. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc moi je suis Olivier Amand, je suis chercheur, biologiste. Je travaille à Normal Sup à Lyon sur le développement des plantes. Si je suis là, c'est plutôt pour parler de mon thème sur la robustesse, qui est plutôt un thème qu'on porte à l'Institut Michel Serres, qui s'intéresse à la relation de l'humanité à la nature. Voilà, si je vais le dire en quelques mots. Très bien, donc avant qu'on commence, effectivement, on peut dire que vous dirigez l'Institut Michel Serres, qui s'intéresse à proposer aux institutions une transition équitable vers une société écologiquement et socialement solidaire, je crois. Vous êtes aussi directeur de recherche à l'INRAE et biologiste de formation. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur vos origines, votre parcours étudiant et professionnel, et qu'est-ce qui a déclenché votre vocation ? Alors moi, j'étais toujours intéressé par les plantes, même quand j'étais ado. Donc je sais que je voulais travailler avec les plantes, mais je sais pas à l'époque, je savais pas si j'allais être chercheur. Donc j'ai fait des études de biologie, parfois un petit peu en réaction, parce que je trouvais que l'enseignement parfois était un peu en silo, il y a beaucoup de boîtes noires. Donc ça m'a plutôt poussé à aller chercher, à aller comprendre. Et puis au cours de mon parcours, j'ai été confronté à l'approche systémique, la modélisation informatique, tout ça. Et ça m'a permis d'avoir une vision plus horizontale. En tout cas, ça m'a ouvert à une vision beaucoup plus intégrée de la biologie. Et c'est celle-là qui m'a donné un déclic finalement sur la robustesse, avec les collègues évidemment. Enfin, c'est toujours collectif. On sait aussi, pour finir de vous présenter, que vous avez publié La troisième voie du vivant et aussi aux éditions Tract, Antidote au culte de la performance, que je recommande pour mieux appréhender votre pensée, mais vous allez nous la développer. Avant de continuer, est-ce que vous pouvez nous donner aussi une facette originale qui vous distingue ? Qu'est-ce que vous diriez de vous ? Qu'est-ce que je dis à moi que je dis pas souvent Alors j'aime beaucoup le jazz, et donc ça va pas mal résonner avec la robustesse, parce que quand on fait un peu de jazz, en tout cas quand on s'y intéresse, il y a le côté impro, un peu imprécis, un peu avec des erreurs, avec de l'aléa, etc. Mais c'est une musique dont on peut s'en sortir à peu près dans n'importe quelle situation, parce que justement on a plus de marge de manœuvre. Vous avez à cœur d'agir pour l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation ? Faites-le grâce à la Fondation de Purpan. La Fondation de Purpan, ce sont plusieurs missions. Attribuer des bourses de solidarité, soutenir des thèses de recherche innovantes en agroécologie, en alimentation durable et accompagner des projets à impact sociétal et environnemental. Engagez-vous pour soutenir la diversité, l'excellence et les valeurs qui font la richesse de Purpan. Votre générosité est la clé. Ensemble, cultivons le champ des possibles. Faites un don sur le site www.fondation-purpan.fr. Je vais m'autoriser à une présentation certainement réductrice de vos travaux et de votre engagement. Vous affirmez que pour répondre aux enjeux du XXIe siècle, avec un monde qui devient de plus en plus fluctuant, il faut défendre la biodiversité, il faut ringardiser la performance, il faut construire de la robustesse et injecter du carbone vert dans l'économie. Donc, beaucoup de messages, mais est-ce que vous allez peut-être nous les mettre à l'endroit et nous expliquer ? Oui, alors je vais essayer de faire en mode synthétique. En fait, on peut le dire très simplement, nous sommes en train de quitter le monde de la continuité pour entrer dans le monde des ruptures. En fait, tous les jours, on voit des ruptures. Alors, ça peut être des ruptures de moutarde comme en 2022, mais c'est des ruptures beaucoup plus importantes comme des méga-feux, par exemple, comme à Hollywood dernièrement, des méga-inondations comme à Valence. Donc, des ruptures climatiques, écologiques, sociales, les gilets jaunes, voilà, crise géopolitique. Donc, on rentre dans un monde où il y a de plus en plus de ruptures. Et ça, c'est pas une impression, c'est une prédiction des scientifiques depuis 50 ans et c'est du vécu maintenant. Donc maintenant, le monde fluctuant, on est en train de commencer à le vivre. Et donc, on peut se demander pourquoi on est dans ce monde de rupture. Et en fait, le nœud de l'histoire, c'est ce fameux culte pour la performance, le culte pour l'optimisation. En fait, on a suroptimisé tous nos systèmes et donc ils cassent. Quand on optimise, on fragilise. Et donc, c'est pour ça que je parle beaucoup de robustesse. La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Et pour être robuste, il faut ajouter des marges de manœuvre, il faut mettre du jeu dans les rouages. Et donc, ça demande de comprendre
le compromis qu'il y a entre performance et robustesse. Quand on augmente les performances, on se fragilise, on perd en robustesse. Le contraire de la robustesse, c'est pas la fragilité, c'est la performance, parce que la performance nourrit la fragilité. Donc ça, c'est pour le thème global, hein. Et puis pour remettre du carbone dans l'économie, parce que ça peut paraître un petit peu contre-intuitif quand justement on dit qu'il faut décarboner l'économie, bah, c'est tout simplement, c'est de la sémantique, hein. Décarboner l'économie, c'est vraiment un très mauvais verbe, parce qu'en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est décombustionner l'économie. En fait, il faut arrêter de brûler du carbone, du bois, du charbon, du pétrole, des biocarburants. Ça, c'est vrai qu'il faut réduire. Mais par contre, il va falloir remplacer le pétrole et tous les métaux, là, toutes ces mines, etc., par du carbone biosourcé et biodégradable. Et donc, c'est plutôt les objets biosourcés, biodégradables de demain. Voilà. Donc ça appelle de la biodiversité, ça appelle ce que vous appelez de l'adaptabilité plutôt que de l'adaptation. Exactement. En fait, l'adaptation, ça reste coincé dans le monde de la performance, dans le monde prévisible. En fait, on peut s'adapter quand on sait ce qui va se passer. Or là, dans un monde en rupture, incertain, imprévisible, eh ben, il ne faut pas prévoir, en fait. Il faut se préparer. Bah, se préparer, ça veut dire qu'il ne faut pas s'adapter. En fait, il faut être adaptable. Et en fait, s'adapter ou être adaptable, c'est deux choses contraires. Quand on s'adapte, on change de voie, mais on s'enferme dans une autre voie étroite. Dans un monde qui change tout le temps, et ben, ça ne sert à rien. Il faut être adaptable, ça veut dire qu'on a un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, et qui sont mobilisables tout le temps. C'est vraiment le contraire de l'adaptation. Expliquez-nous quand même pourquoi la performance pose problème. Alors il y a plusieurs choses. Je vais vous donner 4 clés. La première clé, c'est que, c'est ce que je disais, optimiser fragilise. Optimiser fragilise. Donc quand on optimise un système, on le fragilise. L'exemple typique, enfin un exemple, il y en a plein, hein, mais on a vu dans les méga-feux dans les Landes en 2022, ce qu'on voit, c'est des arbres qui tout calcinés, mais surtout on voit des alignements d'arbres. Donc en fait, on a aligné les arbres pour optimiser la récolte du bois. Et sauf que quand on fait ça, en fait, on fait des autoroutes pour le feu. Et donc, on a optimisé une fonction, mais on a fragilisé toutes les autres. Et là, ça, c'est vrai absolument partout. Bah, la mondialisation, voilà, quand un yaourt doit faire 1000 km pour arriver jusqu'à son assiette, ça veut dire qu'il a beaucoup de raisons d'avoir des grains de sable sur son chemin. On a optimisé l'aspect financier en prenant le lait le moins cher, la filière la moins chère, mais sauf que maintenant, le trajet va faire que ça va être très compliqué si le canal de Suez, par exemple, est bloqué par un bateau qui se met en travers. Donc ça, c'est optimiser fragile, premier argument. Deuxième argument, c'est l'effet rebond. L'effet rebond, c'est quand en fait, on veut augmenter l'efficience énergétique, on veut rendre des objets moins énergivores. Les frigos, par exemple, voilà, on a rendu les frigos de moins en moins énergivores. Mais sauf que quand on fait ça, eh ben, ils sont plus attractifs. Et du coup, on fait des plus gros frigos, on les multiplie, on fait des caves à vin, on fait des frigos connectés. Et ça, en fait, la population mondiale de frigos augmente la quantité de ressources. Donc c'est très vicieux, hein, parce qu'on pense faire de la sobriété, en fait, on fait de l'ébriété, hein. Le troisième argument, c'est la loi de Goodhart. La loi de Goodhart, c'est tout simple, c'est quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Donc ça veut dire que quand on met un indicateur de performance quelque part, eh ben nous, on n'est pas très malin, c'est très attractif et on ne voit plus que cet indicateur et on oublie tout le reste. Et ça devient toxique. Donc les indicateurs de performance sont toxiques. Un exemple? Parce qu'en fait, ça canalise. Alors, un exemple, le sport de compétition. Voilà, le sport de compétition, c'est mon meilleur exemple. Parce qu'en fait, il y a vraiment un score, là, il y a vraiment un indicateur de performance, ça pousse à faire quoi? Ça pousse à se blesser. Il y a beaucoup de sportifs qui vont trop loin, qui tirent sur leur corps. Mais il y en a aussi qui se dopent, qui vont s'intoxiquer pour atteindre la meilleure performance, alors qu'ils font du sport. Enfin, bon, c'est là qu'on voit que c'est complètement. Ils font du blanchiment d'argent, des paris financiers. Enfin, ça n'a plus rien à voir avec le sport, hein. Ça n'a qu'à voir avec la performance, souvent sportive et financière. Enfin, c'est toujours pareil. Ça dévie, ça dévie. Et puis le troisième argument, c'est une équation en 3 mots. Quand on met l'accent sur la performance, en fait, on met l'accent sur la compétition, parce que la performance, elle est toujours relative. Donc, c'est les plus performants qui gagnent. Dans une compétition, en fait, ceux qui vraiment vont gagner, ce ne seront pas forcément les plus performants, ce seront les plus violents. Parce que quand on est très performant, il y a un moment ou un autre, on est violent avec quelque chose. Alors, les sportifs de compétition, ils sont violents avec leur corps. Les traders financiers, ils sont violents avec tout un système de personnes qui sont défavorisées, violence contre les femmes, et évidemment, violence contre les écosystèmes. Notre performance est en train de générer un burn-out des humains et des écosystèmes. Et donc ça, c'est le produit de notre performance, de notre ultra-performance.
Je dis pas qu'il faut 0 performance, hein, il en faut un peu, hein, voilà, le pompier qui va au feu, il faut qu'il soit performant quand il est au feu, mais pas tout le temps, sinon il va s'épuiser. Bah, c'est pareil dans ce monde-là qui est drogué à la performance, en fait, on est en train de tout brûler. On est en train de menacer la viabilité de l'humanité sur terre. Donc c'est ça, finalement, la critique principale de la performance, c'est que c'est une impasse. Il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée, c'est le personnel, hein, parce que souvent, enfin les employés, les salariés quoi, enfin ceux qui vraiment font faire le boulot, parce que finalement un des freins principaux à la transition agroécologique, c'est le nombre de personnes qui veulent travailler dans les champs, la main-d'œuvre. Ouais. Évidemment, c'est pas certainement le frein essentiel. Le frein, de la main-d'œuvre, enfin quand il y a moins de main-d'œuvre, en fait, bah, il y a des solutions qui sont robustes et ben, la robustesse, par rapport au manque de main-d'œuvre, c'est un exemple, c'est le groupement d'employeurs. Donc c'est exactement ce que font les paysans artisans de Namur d'ailleurs, c'est qu'en fait plutôt que d'avoir des, saisonniers qui passent, enfin qui arrivent et qui repartent, ça peut être, fragile. Ils ont de la main-d'œuvre tout le temps sur place, mais par contre c'est de la main-d'œuvre polyvalente, qui font différentes fonctions et qui passent de ferme en ferme, enfin qui sont capables de faire plusieurs choses différentes. Donc c'est un peu le côté couteau suisse, polyvalent, mais du coup c'est aussi plus intéressant finalement pour certains, enfin du coup voilà, ça permet de faire des choses un peu différentes et ça fait aussi une robustesse, locale parce qu'on a, suffisamment de personnel, dans le territoire. On va illustrer peut-être dans le cadre de nos filières agricoles, agroalimentaires actuelles. Est-ce que vous pouvez nous parler d'impact de la performance aujourd'hui et éventuellement de bienfaits de la robustesse? Comment on pourrait trouver quelques exemples? Dans le monde agricole, il y a des exemples caricaturaux, hein. Alors, je ne veux blesser personne, mais c'est juste que, c'est notre histoire et il faut l'accepter. Après-guerre, on a développé une agriculture extrêmement dépendante du pétrole, donc une abondance de ressources qui nous a plutôt, stimulé nos performances, nos rendements agricoles. Parce que le pétrole a mené, bah, des capacités d'irrigation, d'engrais, de pesticides, enfin tout un ensemble de choses, mécanisation et cetera. Au confort, enfin je veux dire ça ajoute du confort et cetera. Enfin, il y a eu plein de bonnes raisons et ça a nourri, plein de gens et cetera. Sauf que ça, en fait, ça génère un désert. Pour le dire rapidement, quand on utilise de l'agriculture intensive ou quand on a un mode d'agriculture intensive, extrémiste, en fait, on minéralise les sols finalement, hein. Ça on épuise les sols, on extrait toute la biomasse du sol, pour l'exporter. Il y a rien qui revient à l'écosystème et ça, on remplace ça par des engrais qui sont faits avec du pétrole. Donc le carbone, en fait, on fait de la culture sur brûlis. C'est qu'on ne brûle pas des forêts, mais on brûle du pétrole. Donc c'est toujours de la culture sur brûlis. Mais par contre, c'est extrêmement performant. C'est qu'on n'a jamais eu les rendements dans les années 80. Voilà, le blé, ouais, c'est enfin, jusqu'en 85, hein, ça commence après un peu à baisser, mais disons que les rendements ont augmenté très fortement. Mais voilà, ça génère des pollutions, des suicides de paysans, évidemment, parce que tout ça, c'est de la performance financière aussi, hein, qui pousse les premiers producteurs dans des situations intenables. Enfin, parfois, on achète son troisième tracteur pour rembourser son deuxième, enfin, grâce aux aides, etc. Enfin, ça devient c'est le hamster dans sa roue, quoi, hein. Et donc, c'est pour ça qu'on voit des suicides de paysans aussi. C'est c'est un système qui épuise aussi les paysans. Faut quand même le dire, hein. Donc en fait, la performance devient toxique à tout point de vue, pour l'écosystème, des non-humains, mais aussi pour l'écosystème humain, pour les paysans. Donc ça, de ce côté-là, il y a plus trop de questions. Les pollutions aux nitrates, et cetera, bon, on le sait. La désertification, voilà, quand on dit que le désert avance, en Afrique, bah, c'est nous qui faisons avancer le désert, hein. C'est pas, la main de Dieu ou je sais pas quoi, hein, c'est nous qui faisons avancer le désert. Donc ça serait des exemples un peu, bon, un peu caricaturaux, mais qui permettent de mettre le problème sur la table. Quels sont les défis de façon concrète, quoi, hein? Comment les filières agri-agro peuvent agir pour travailler à devenir robustes? C'est quand même une remise en question importante. Quel est un petit peu le chemin pour améliorer peut-être notre résilience? Je ne sais pas. C'est ce qui est extraordinaire avec, l'agriculture et le monde agroalimentaire, c'est que c'est le premier levier pour répondre à la crise socio-écologique, de très loin. C'est pas faire des voitures électriques, c'est pas faire des avions qui volent avec des carburants verts, c'est pas d'aller sur Mars. Tout ça, c'est vraiment des très, très mauvaises solutions. La 1re solution systémique pour tout inverser sur terre, pour enfin atterrir, j'ai envie de dire, et ben, c'est l'agriculture. À guerre, hein, l'étymologie de l'agriculture, à guerre, c'est la terre, c'est le champ. Et donc, en fait, c'est quand on veut atterrir, qu'on veut se reconnecter à la terre, et ben, c'est par l'agriculture. Et en fait, quand on parle de biodiversité, par exemple, si je le dis différemment, on parle beaucoup de la crise climatique. La crise climatique, elle est là, en effet. Mais si on s'en tient à la crise climatique, on va trouver des solutions comme voilà, des usines de capture directe du CO2 en Islande, là, qui n'ont aucun sens, hein, cette opération financière pour vendre des quotas carbone à droite et à gauche.
Ça n'a aucun sens. Donc en fait, quand on s'intéresse au climat et qu'on apporte des réponses à l'excès de CO2 dans l'atmosphère, très souvent, on aggrave l'effondrement de la biodiversité, on aggrave les pollutions globales et on aggrave les pénuries de ressources. Donc en fait, le premier levier pour tout changer, c'est la biodiversité. Et alors, dans l'agriculture, c'est là où il y a les plus grandes surfaces, où on peut avoir un impact le plus grand sur la biodiversité. Et les techniques, on les a. C'est l'agroécologie, l'agroforesterie, les jardins créoles dans les Caraïbes, les permacultures pour des zones plus petites. Enfin, c'est vraiment, on a tout un panel de solutions qui sont toutes basées sur de la biodiversité cultivée et donc qui non seulement permettent d'avoir une agriculture qui a beaucoup plus de sens, qui devient indépendante du pétrole ou largement moins dépendante du pétrole, beaucoup plus autonome locale, beaucoup plus joyeuse aussi, parce qu'il y a beaucoup plus d'interactions. Et en plus, en faisant ça, on résout tous les autres problèmes, la pénurie de ressources, le climat, l'effondrement de la biodiversité et les pollutions globales. Donc, enfin, pour moi, il y a pas photo, hein. C'est vraiment de très, très loin le premier levier à prendre. Et donc, si je vous entends, ces interactions, enfin, ces modes de production appellent aussi un changement de paradigme en termes d'organisation humaine et d'échelle, en fait. On relocalise Oui, un petit peu, on relocalise. alors, on relocalise, mais c'est même un changement de paradigme encore plus profond, parce qu'en fait, si on réfléchit bien, hein, si on prend vraiment du recul, le modèle agricole qu'on a en Europe, et donc on a exporté ensuite aux États-Unis, en Amérique du Sud, un peu partout, c'est un modèle qui est lui-même hérité du croissant fertile syrien. Il y a des milliers d'années, hein, le néolithique, quoi, hein. Quand on a commencé à faire de l'agriculture de façon un peu massive, en fait, c'était dans des savanes. Et du coup, on a fait plutôt des champs de blé, sans arbres. Et donc, quand les humains ont commencé à développer l'agriculture en Europe, ils ont copié ce modèle-là. Sauf qu'en Europe, c'était une forêt. Donc, en fait, on a déforesté pour faire des monocultures, pour le dire, enfin, plus ou moins monoculture, des mélanges variétaux, on va dire, mais sans arbres. Sauf que l'habitat naturel en Europe, c'est une forêt. Donc, en fait, c'est une hérésie de faire des champs sans arbres en Europe. Évidemment que le futur de l'agriculture en Europe, c'est l'agroforesterie. Il faut le dire quand même de façon massive, c'est-à-dire que les arbres, c'est ce qui va permettre de protéger, évidemment, des intempéries, de la grêle, ça va maintenir de l'hygrométrie contre la sécheresse. Enfin, voilà, l'agroforesterie, ça a plein de propriétés. Ça maintient les sols, ça évite voilà, les coulées de boue, etc. Enfin, tout un ensemble de facteurs. Et puis aussi, ça compense un peu s'il y a moins d'animaux, si on fait moins d'élevage, hein, parce que c'est aussi ça la dynamique, il va y avoir de moins en moins d'élevage, mais il y en aura toujours, hein, et c'est très important. Du coup, il va falloir que la matière organique qui nourrit les sols vienne d'ailleurs. Et du coup, les arbres vont fournir cette matière organique pour nourrir les sols. Et donc, en fait, c'est vraiment un autre mode d'interaction. Et c'est là où, en fait, on a un changement de paradigme complet. C'est qu'en fait, on peut revoir vraiment notre histoire complète. Hier, j'étais avec Mathieu Calam, donc un expert de l'agroécologie aussi, qui me disait qu'apparemment, au Japon, quand ils ont fait leur évolution néolithique, eux, ils mettaient des châtaigniers partout. Donc, il y a eu, à un moment, quand on a inventé l'agriculture, on a fait de l'agroforesterie au départ. Et donc, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est parti dans une voie, mais en fait, on a fait des savanes qui n'avaient rien à faire chez nous. Donc là, il y a vraiment un changement de paradigme historique, même à la limite préhistorique à faire. Et donc, aujourd'hui, est-ce que vous avez des exemples de projets en France qui vont dans ce sens? Est-ce que vous pouvez nous citer une ou deux filières que vous connaissez et qui réfléchissent à mettre en pratique cette évolution? Oui, alors en fait, c'est très riche. Je ne suis pas agronome, il faut quand même que je le dise, je ne suis pas un spécialiste de l'agroécologie non plus. Enfin, voilà, donc je sais que j'ai un regard vraiment très extérieur de citoyen qui s'intéresse à la robustesse, quoi. Mais ce que je vois dans les territoires, c'est beaucoup. Alors, par exemple, les AMAP, voilà, c'est une façon d'avoir un lien local à des petits paysans, voilà, faire des circuits courts. Le low-tech des paysans qui commencent à développer des outils beaucoup plus réparables. En fait, ça, c'est quelque chose qui est historique, hein. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans les exploitations agricoles qui sont des bricoleurs. C'est vraiment dans la culture, hein. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que nous, les autres, hein, on n'est pas des bricoleurs. On achète des trucs, on les jette, hein, ou voilà, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc le tout réparable, ça, c'est de la robustesse, hein, très clairement. Et donc il y a une vraie culture dans le monde agricole et qui va se développer de plus en plus. Si je reste sur les outils, par exemple, les véhicules intermédiaires de l'ADEME, voilà, ça, c'est plutôt pour le monde rural, de petits véhicules entièrement démontables, réparables, super. Dans l'agroécologie, sur les cultures, en fait, il y a plein de systèmes, hein. Peut-être que je peux donner l'exemple de Lyon, là, le PAT, là, on va faire des fermes semencières, hein, à Lyon, qui vont distribuer des graines gratuitement pour enrichir la diversité cultivée sur les territoires lyonnais, sur la région lyonnaise. Mais il y en a ailleurs, hein, aussi, hein. On peut imaginer aussi la gestion des rivières. Dans les années 50, on faisait du remembrement où on alignait les rivières pour augmenter les surfaces agricoles. Quand on fait ça, on fait des rivières toutes droites
qui, en fait, quand il pleut, elles amènent l'eau très très vite, hein, et elles font des inondations majeures dans les villes et dans les territoires. Alors que si on retrace des rivières en faisant des lacets, on reméandre les rivières, et ben là, en fait, on ralentit les rivières, elles débordent localement, un peu partout, mais beaucoup moins. En fait, c'est beaucoup moins violent que d'avoir des grandes autoroutes à eau partout. Ben ça, on est en train de le voir. Et ce qu'on voit aussi dans les territoires, Valence en France, par exemple, c'est une entreprise, hein, qui utilise des techniques biomimétiques en s'inspirant des castors pour faire des barrages filtrants, pour retracer des rivières qui respectent mieux les rythmes de l'environnement et donc qui font que les inondations sont moins impactantes sur les territoires. En fait, il y a une zoologie de choses qui se passent actuellement et qui est très réjouissante. Parce qu'en fait, le monde fluctuant, c'est devenu le principal stimulant de l'innovation. Ce n'est plus la concurrence, c'est le monde fluctuant. Alors, c'est beaucoup plus sympa parce qu'en fait, ça pousse à la coopération. Typiquement, voilà, on ne fait plus des appels à projets, on fait des appels à communs. Ça veut dire que toutes les idées qu'on a, eh ben, on les met en commun et c'est ça qui stimule l'innovation. Donc, c'est vraiment le contraire. En fait, on est vraiment en train de basculer dans un monde ouais, nettement plus réjouissant, mais qui inverse à peu près tout. Donc la coopération, enfin, l'agriculture, l'agroalimentaire, rural, etc., les territoires ont un rôle majeur pour nous donner un monde vivable et une qualité de vie à l'avenir. On peut dire ça, si on Alors, vous écoute. exactement. Exactement. Le futur, c'est le territoire, hein. Et ça, là, je le dis très tranquillement parce que à peu près tout le monde est d'accord. C'est qu'en fait, dans un monde qui est stable, abondant en ressources, hein, donc le monde d'avant, eh ben, on peut centraliser. On peut avoir Paris qui décide de tout, hein. Ça, c'est possible. Et même, à la limite, ça va dans le système de la performance parce qu'en effet, ça va beaucoup plus vite. Tout va très vite, tout passe par un GIS, voilà, c'est tout homologué. Voilà, c'est vraiment le monde de l'hyper-contrôle, hein. Bon, bah, sauf que ça, dans un monde qui est fluctuant, où il y a des ruptures, où il y a des cassures, où l'information ne peut plus passer, etc., là, ça ne marche plus. C'est extrêmement fragile. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On relocalise. En fait, on fragmente. Mais ça veut dire qu'en fait, on multiplie les marges, des petites marges qui, en fait, font faire basculer le système beaucoup plus vite que si on attendait que Paris nous dise de basculer. Et donc, c'est ce qu'on voit exactement. Ce qui se passe dans les territoires, c'est une reterritorialisation de l'agriculture. Si je reprends l'exemple de Lyon, je prends l'exemple de Lyon parce que je connais un petit peu mieux. La plupart de la production agricole dans la région lyonnaise est exportée actuellement, hein. Je Oui. crois que c'est 95% qui est exporté de la région lyonnaise. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc, ça veut dire qu'on importe 95% aussi, hein. Donc là, un des buts de la métropole de Lyon, c'est de dire, bah non, on va progressivement, on va réduire ça pour que ce soit de la production locale, les régies municipales agricoles. Un autre exemple, Montsartou. Bah voilà, c'est de la production de fruits et légumes locaux qui nourrissent directement les écoles, sans passer par des cases intermédiaires. Bah, c'est génial. Ça, Montsartou, quand ils ont fait ça, ils étaient presque un peu hors la loi, hein, au départ, hein, parce qu'il n'y avait pas vraiment de cadre juridique pour ça. Bah, aujourd'hui, c'est le démonstrateur national des régies municipales agricoles. Bah, ça, c'est un exemple typique pour montrer que ça part des territoires. On va se réancrer dans le territoire. C'est comme ça qu'on fait de la robustesse, hein. Si on n'est pas ancré dans son territoire, en fait, c'est pas robuste. Si la technique agricole qu'on développe dépend d'un microprocesseur fabriqué à Taïwan, c'est fragile. OK, pour aller vers ce que vous proposez, ce basculement et cette remise en question fondamentale de notre manière de vivre et de pratiquer, je dirais, l'économie au service de la robustesse et de la qualité de vie, on va dire. Maintenant, concrètement, comment on fait? Il y a encore énormément de freins humains, techniques, financiers. Comment faire évoluer les choses si on veut que ça évolue véritablement? Ça évolue un peu par archipel aujourd'hui, mais c'est pas forcément une lame de fond. Comment pourrait-on, à votre avis, quels sont les enjeux de ce basculement? La première chose, c'est considérer l'effet première pierre. C'est que quand on veut construire une cathédrale et qu'on met la première pierre, bah, tout le monde est motivé. C'est-à-dire qu'en fait, ça donne vraiment envie. Ça mobilise et ça crée du momentum, ça crée vraiment du mouvement. Et alors que peut-être qu'on verra jamais la cathédrale, hein. Enfin, à l'époque, hein, quand ils construisaient, en général, ils ne voyaient pas la cathédrale se terminer, hein. Mais par contre, le rêve, l'imagination, la projection dans ce futur joyeux, finalement, ça donnait envie, ça donnait du mouvement. Donc ça, faut pas le négliger. En fait, ça donne de l'envie, du désir, du sens dès qu'on démarre. Donc, faut pas attendre qu'on arrive à ce monde agroécologique merveilleux pour être joyeux. En fait, ça démarre maintenant, dès qu'on met la première pierre. Donc ça, c'est la première chose, c'est un mobilisme collectif. Ensuite, l'autre chose, c'est qu'en effet, c'est des archipels, c'est des petits projets locaux, et parfois, c'est des gens qui se sentent très seuls et qui se disent, mais c'est pas possible, la réglementation est contre moi, là, la conjoncture économique fait voilà, crise du bio, etc. Enfin, on se dit, bah, comment je vais. Alors, en fait, c'est vrai, hein, faut pas négliger ça. Il y a des hauts et des bas, c'est des petites, parfois, c'est isolé, il y a des freins, etc. Mais on est dans une trajectoire qui est inéluctable. C'est que l'agriculture intensive n'est plus viable.
En fait, ça dépend d'un pétrole pas cher, d'une abondance de phosphate, d'une mondialisation qui tourne sans, tout ça, on sait que ça marche plus. Enfin, le canal de Suez est bloqué par un bateau, le phosphate, il en reste pour 20 ans, au Maroc, quoi. Enfin, on est dans un moment où on voit les limites du stock pour faire de l'agriculture intensive. Un petit paysan qui démarre à Montpellier, il peut pas démarrer en agriculture intensive. C'est beaucoup trop cher. Il démarre directement en agroécologie. Et d'ailleurs, on a vu pour les mélanges variétaux en blé, c'était en France, hein, en 2010, c'était 5% des surfaces cultivées en 2010. En 2020, vers Montpellier, justement, c'est 40%. Donc en fait, et c'est pas une mode, hein, c'est une réponse opérationnelle. Dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, l'héros de plus en plus de sécheresse, on fait ça. Alors comment ça marche pour basculer? Bah, toutes ces petites initiatives là qui sont aux marges, hein, finalement, hein, enfin, c'est souvent des petits paysans qui sont soumis à des fortes fluctuations qui du coup développent des solutions robustes. Agroécologie, agroforesterie, enfin, toute cette zoologie de solutions, agriculture de conservation des sols, voilà, etc. Et ben ça, en fait, il y a un moment, à chaque crise, à chaque fluctuation, en fait, ces marges vont contaminer le cœur. Alors, si je reprends l'exemple des mélanges variétaux, c'est un exemple typique. Les grands semenciers, hein, les 5 grands semenciers ont toujours freiné des cas de fer sur les mélanges variétaux parce que eux, leur intérêt, c'est de vendre des mono-variétés pour faire des monocultures performantes. Et ben aujourd'hui, les grands semenciers commencent à vendre des mélanges variétaux. Bah, ça veut dire que les petites marges commencent à contaminer le cœur. Et c'est une dynamique inéluctable, parce que notre seule certitude, c'est le maintien et l'amplification de l'incertitude climatique, sociale, géopolitique. Donc de toute façon, ça va se déplacer comme ça. Donc c'est plutôt une question politique, c'est comment on peut faire, comment on peut aider pour que ça se passe. Et donc, à mon avis, il ne faut pas attendre que l'État vienne au secours. La PAC, hein, la PAC est complètement dépassée, hein. Enfin, 80% du financement de la PAC soutient une agriculture intensive de la viande. Donc c'est quand même, on voit que c'est complètement à côté de la plaque. Et puis quand l'Ukraine va rejoindre l'Europe, il faut quand même comprendre, ça c'est aussi ce que me disait Mathieu Calam hier, que la plus grande exploitation en Ukraine fait 315 000 hectares. On n'est plus du tout dans le même schéma. Donc évidemment que la PAC va se territorialiser aussi, que ça va plus pouvoir être géré au niveau de l'Europe, mais ça peut être une excellente nouvelle. Parce que finalement, cette PAC qui était centralisée était coincée dans les années 80 de l'hyperproduction de lait, etc. Enfin, complètement à côté de la plaque. Donc là, heureusement, peut-être qu'il va se passer ça, que ça va se reterritorialiser. Et puis après, peut-être c'est une question d'éducation aussi, évidemment. Oui. Et la première chose, si j'avais vraiment un mot, c'est ce fameux compromis entre performance et robustesse. Il faut comprendre que quand on est un exploitant agricole, si on fait le choix de la performance, il faut que ce soit un choix transitoire. C'est comme quand on a la fièvre, hein. Nous, là, quand on a la fièvre, notre métabolisme est boosté par l'augmentation de température, mais on ne peut pas avoir la fièvre très longtemps. Parce qu'on s'épuise, on épuise son métabolisme, on épuise son système immunitaire. Bah, en fait, c'est la même chose pour un paysan qui déciderait à un moment de faire de la performance. Oui, bah, pourquoi pas, parfois c'est utile. Un pompier qui va au feu, il doit faire de la performance. Et le reste du temps, il faut soigner sa robustesse. Bah, ça demande voilà, de considérer que sa parcelle doit être autonome, une part d'autonomie face aux fluctuations extérieures. Et avec évidemment des interactions avec les voisins paysans, hein. C'est pas du survivalisme, hein. C'est beaucoup d'autonomie locale avec beaucoup de liens avec les extérieurs. C'est une double autonomie, si on veut, quoi, locale et avec les partenaires. Du coup, on est bien sur la logique un peu de filière qui m'est chère, avec une échelle de pertinence qui doit être sur mesure en fonction des problématiques, mais à échelle humaine, surtout. Et alors, est-ce que vous, pour faire passer votre message, etc., vous vous sentez compris? Quels sont vos canaux pour faire en sorte que ces concepts et ces pratiques se développent? Expliquez-nous comment vous y prenez auprès des collectivités, auprès des acteurs privés, économiques et de la société civile, je ne sais pas. Quelles sont vos cibles d'action pour se faire entendre? Alors, quand on est chercheur, on sait déjà qu'on n'a aucun poids politique. Ça, il faut quand même le dire. Les politiques n'ont pas de culture scientifique et ne savent pas ce qui se passe dans les labos de recherche. Quand je dis les politiques, c'est les politiques nationaux, hein, ou supranationaux. Les politiques locaux, c'est beaucoup plus intéressant, hein, mais les politiques nationaux, supranationaux, n'ont aucune idée de ce qu'on fait dans les laboratoires. Ils ne savent pas à quoi on sert. D'ailleurs, quand ils ont besoin de conseils, ils appellent McKinsey. Ils ne nous appellent pas, hein. Donc, c'est pour dire qu'ils ne savent pas qu'on existe. On peut avoir des belles idées quand on est chercheur. Si on pense que ces idées, quand on les publie dans des bouquins ou dans des articles ou dans des tribunes, elles vont être lues par des politiques, on se met le doigt dans l'œil, hein. Ça ne sert à rien.
Donc du coup, ce qu'il faut faire quand on est chercheur, quand on a des idées, enfin, je vais prendre mon cas, hein, voilà, quand on veut mettre ce sujet du compromis performance robustesse sur la table, eh ben, il faut parler à des acteurs économiques. Donc c'est des agriculteurs, des entrepreneurs, des architectes, enfin tout ce qu'on veut quoi, voilà, dans plein de secteurs, faire passer cette idée-là. Alors moi, j'avais commencé ça il y a une dizaine d'années, de façon un peu plus intensive, il y a 6 ans. Quand je commençais à en parler, bon, on m'écoutait poliment, hein, à vrai dire. On me disait: «Oui, bah, ça, c'est chez les êtres vivants, oui, il y a de la robustesse, quoi. Les biologistes, on comprend que vous parliez de robustesse parce que les êtres vivants, ils sont robustes. Mais l'économie, c'est différent. Nous, c'est la performance». Bon, bah, entre-temps, il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, les méga-feux, les méga-inondations. Donc maintenant, quand je parle de compromis performance-robustesse, on m'écoute beaucoup plus. Mais je le vois très clairement. C'est pas parce que j'ai changé de discours, hein. Enfin, si, peut-être un peu quand même, mais pas beaucoup. Ce qui a changé, c'est le monde. Ça devient de plus en plus fluctuant. Et du coup, la question de la robustesse, c'est très pragmatique. Dans un monde fluctuant, il faut être robuste. Pour être robuste, il faut réduire sa performance. En tout cas, il faut retrouver un bon compromis, trouver le seuil entre les deux. Et donc, c'est en fait ce qui m'a aidé, c'est pas tellement mes tactiques de communication, c'est le monde fluctuant. Puisque ça fluctue de plus en plus, la robustesse vient. Alors après, il y a quand même peut-être un dernier point, c'est le soutien médiatique. Et là, je le vois bien. Alors, je vais plutôt parler de la Belgique francophone, la RTBF, qui a beaucoup soutenu cette idée de la robustesse. Enfin, ça a très bien pris là-bas, et à tel point que, à mon avis, la Belgique francophone est en avance d'un point de vue culturel, hein, sur l'appropriation du concept de robustesse. Ils sont en avance à tel point donc que toute l'administration de la Belgique francophone a décidé pour sa vision 2030 de mettre le mot robustesse, et uniquement le mot robustesse dans tous les départements, hein, justice, transport, donc agriculture évidemment, et tout le reste. Et donc ça va être assez intéressant de voir ce qui va se passer dans ce territoire, parce que c'est un des seuls territoires où il y a beaucoup d'initiatives en bottom-up, où dans le territoire il y a déjà de la robustesse qui se construit. Ben, les paysans artisans de Namur, hein, par exemple, dans le secteur agricole, hein, ils ont trouvé un bon seuil entre agroécologie, respect du territoire, et puis quand même faire du volume. Donc ils ont trouvé le bon volume, le bon seuil. Et puis un territoire où l'administration publique s'est emparé du sujet, de la robustesse, et va faire percoler ça en top-down, donc dans l'autre sens. Donc ce sera certainement un des territoires écoles à suivre sur ce sujet-là, en tout cas. Est-ce qu'on peut dire un mot aussi parce qu'on a parlé des producteurs et des acteurs économiques, mais le citoyen consommateur, lui, comment peut-il appréhender son évolution, enfin sa consommation, pour faciliter la robustesse et donner une chance à la robustesse? Avant d'aller vers le citoyen, c'est que ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que des produits frais, parfois, sont plus chers que des produits ultra transformés au supermarché. Et ça, c'est quand même pas normal. Enfin, juste d'un point de vue physique, de faire un produit ultra transformé, ça consomme beaucoup, beaucoup plus de ressources que de prendre un produit frais, produit localement. Et c'est pas normal que ça ne se transpose pas dans le prix. Et ça, il y a là, c'est plutôt légal, hein, c'est dans la loi. Il devrait y avoir un bonus et un malus. Et ça, c'est incroyable qu'aujourd'hui, on laisse encore faire ça. Donc ça, c'est vraiment toujours le monde qui croit que l'abondance de pétrole, qu'il n'y a aucun problème finalement, hein, qu'on peut continuer à polluer, quoi. Donc ça, c'est un premier point. Mais quand même, il est crucial celui-là. C'est pas normal, hein, que des paysans qui font du bon boulot, qui font des produits locaux, ne soient pas très bien rémunérés. Je reprends un exemple belge. Alors, j'ai rencontré le responsable des magasins Carrefour de Belgique, et qui m'avait dit qu'ils avaient tenté une expérience où ils avaient dit, bah tiens, nous, en fait, on va faire sauter la centralisation, on va laisser les paysans vendre directement leurs produits au supermarché du coin, et ils vont négocier leurs tarifs directement avec le magasin du coin en disant: «Nous, notre produit là qu'on vous vend là, donc je suis paysan, je vous vends un produit, mes pommes de terre là, le kilo, c'est à tel prix, et nous, on veut ce prix-là. Après, vous vous débrouillez, vous le vendez au prix que vous voulez, mais nous, on veut ce tarif-là». Et ça, c'est pas négociable. On donne le prix. C'est le paysan qui donne le prix. Donc ils avaient fait ça. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce schéma-là, qu'on pourrait dire: «Ah bah ça, c'est de la folie, hein, c'est pas du tout de la concurrence libre et non faussée, enfin, on est vraiment dans autre chose, quoi». Et bah, ça a très bien pris. À tel point qu'il y avait de plus en plus de magasins Carrefour qui ont commencé à mettre en place ça, parce qu'ils voyaient bien que ça marchait beaucoup mieux. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un dans le Carrefour centralisé qui a dit: «On va mettre des QR codes dans les rayons pour réalimenter les rayons en temps réel, comme ça on saura tout de suite». Donc ça, c'est de la performance, hein, c'est de l'optimisation. Bah, sauf que là, c'est plus possible, parce que le paysan qui fait sa négociation, il n'est pas capable de revenir le lendemain pour livrer 3 pommes de terre parce qu'il en manque 3 dans le rayon. Donc ça n'a pas marché à cause
d'une injonction de performance numérique, alors que ça marchait très bien d'un point de vue économique. Bon, ça, c'est plutôt pour le côté voilà, législateur, acteur de la filière, on va dire, enfin, en tout cas, même les supermarchés. Mais alors, le consommateur, évidemment, qu'il y a une question d'éducation. Alors, il y a des petits signaux qui sont quand même assez intéressants. C'est par exemple quand on voit sur des yaourts bio, il y a marqué: «Ce lait ne contient pas d'antibiotiques». Bah, ça veut dire que si on achète du yaourt qui n'est pas bio, il y a des chances qu'il y ait des antibiotiques. En fait, c'est pas mal aussi d'utiliser la technique de l'inverse, de la psychologie inverse finalement, c'est de dire tout ce qu'il y a et tout ce qu'il y a pas. Et donc, il y a un travail éducatif à faire là-dessus. Il y a un sacré chemin, mais à mon avis, c'est l'outil prix est quand même le 1er, quoi. Il faut que le prix indique la qualité des produits et pas leur, niveau de pollution finalement. Et du coup, vous, qu'est-ce qui vous porte le matin quand vous vous levez? Quel est votre espoir? Quel est votre chemin d'espoir? Je suis je suis assez optimiste. Je suis pas, naïf, mais d'un certain côté, alors ce fameux monde fluctuant qui vient, ça va nous faire du ménage, hein. C'est-à-dire qu'en fait, les plus performants, ce sont les plus fragiles. Donc ils vont se planter. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est que les ultra performants sont dans les cordes. C'est Stellantis, hein, par exemple, hein, dans un autre secteur, hein, le Carlos Tavares, hein, le patron de Peugeot, PSA, voilà, et cetera. Enfin, et Stellantis, hein, qui disait qu'il était un psychopathe de la performance, un taliban de la marge. Bon, quand on utilise ces mots-là, ça veut dire qu'on est vraiment, enfin, c'est plus rationnel, hein, quand même. Quand on veut aller sur Mars, une planète morte, enfin, je veux dire, tous ces projets-là sont délirants quand même, hein. C'est des projets de mort, hein, à chaque fois, hein. C'est la performance, c'est la violence, c'est la mort, hein, quand même, hein. Le projet de robustesse, c'est de vivre avec les fluctuations, donc c'est vraiment de vivre, sur Terre, quoi. Et ben, donc du coup, à la fois les ultra performants avec leurs projets délirants, ça me fait dire qu'on arrive au bout de cette route-là. C'est la fin du modèle ultra performant, ultra optimisé, ultra fragile. C'est en train de tomber, de se fragiliser de tous les côtés, hein. C'est les magasins Auchan, qui commencent à se planter parce qu'ils sont suroptimisés, c'est Boeing qui se plante, c'est Evergrande, qui se plante aussi en Chine. Enfin, tous ces grosses structures là qui s'effondrent. Et à côté de ça, c'est ce qu'on dit toujours, hein, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc ça, c'est l'arbre qui tombe, ça fait beaucoup de bruit, mais la forêt qui pousse, elle est là. Et en fait, quand on passe beaucoup de temps dans ces marges, dans ces collectifs citoyens, dans ces filières, tous ces paysans qui font de l'agroécologie, mais ils ont la banane quand même. Enfin, ils savent que tous les jours, ils se lèvent et ils font quelque chose qui a du sens parce que ça construit la robustesse à l'instant T, leur permet de passer les fluctuations actuelles, et ça construit le monde de demain. Donc là, il y a une envie, il y a un désir qui est nettement plus grand. Et donc c'est ça qui me fait lever le matin, c'est que je me dis, bah, avec cette robustesse, c'est un peu un mot ombrelle, mais on est en train de dessiner, un monde nettement plus désirable que celui qu'on quitte. Le monde de la performance, hein, c'est le monde de l'autoroute, hein. On arrive très vite à destination, mais on n'a rencontré personne sur la route. Le monde de la robustesse, voilà, c'est les interactions, bah, c'est ça, c'est les mélanges variétaux où on mélange ces mélanges avec les voisins paysans, on maintient des insectes auxiliaires, on maintient l'hygrométrie de ces sols en gardant de la matière organique dans les sols. Enfin, c'est beaucoup plus joyeux quand même, hein. Est-ce que vous pouvez nous replacer les mots développement durable et sobriété dans tout ça? Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Oui, oui, alors, bah, je fais un petit historique, rapide, hein, je fais en version concise. Dans les années 60, on va dire, on parlait beaucoup de développement, et donc là, c'était toujours, hein, une sorte de colonisation qui prenait un autre sens, c'est-à-dire on va leur apporter la civilisation, hein. Enfin, grosso modo, c'était quand même ça, hein, le développement. Bon, on a bien vu que ça générait des tas d'externalités négatives, des grosses pollutions. On a surtout externalisé des pollutions, de la déforestation, et cetera. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Du développement durable dans les années 80. Alors, développement durable, bah, en fait, c'est un peu un oxymore. C'est qu'en fait, s'il faut qu'il soit durable, le développement, ça veut dire que en fait, le développement n'est pas durable. Donc il y a quand même un problème. Puis un des 8 objectifs du développement durable, le numéro 8, c'est un objectif de croissance économique. Alors dans un monde qui justement fait l'expérience de la décroissance depuis des années, bah, ça n'a vraiment aucun sens, hein. Donc en fait, le développement durable, c'était un peu la croissance verte, quoi, hein. On est un peu dans le déni, on va penser que ça va continuer à croître comme ça éternellement, alors que, bah, non, en fait, quand on est à 3 000 milliards de dettes en France, ça veut dire que ça fait des années qu'on est en décroissance. L'espérance de vie en bonne santé aux États-Unis, elle augmente jusqu'en 2012, elle baisse depuis 2012. Donc depuis 2012, on peut considérer que les États-Unis sont en décroissance, et il y en a plein, hein, comme ça, d'indicateurs, hein. Donc on est en décroissance. Donc le développement durable, on est arrivé un peu aux limites, et qu'est-ce qu'on a vu arriver? En 2010, 2010, on a vu le thème de la résilience, arriver. Donc la résilience, ça veut dire qu'on tombe et on se relève. Bon, bah, la résilience, c'est l'arrêt de mort du développement durable. Ça veut dire qu'on arrête cette histoire du mythe d'une croissance qui continue comme ça, éternellement, d'une trajectoire exponentielle. C'est terminé. Quand on parle de résilience, ça veut dire qu'il va y avoir des fluctuations et qu'on va tomber et qu'il va falloir se relever. Alors la résilience, bon, très bien, c'est super pour ceux qui ont pu se relever, mais on oublie un peu tous ceux qui ne se sont pas relevés. Et du coup, en fait, la résilience, dans un monde qui est toujours drogué à la performance,
c'est devenu une injonction à tomber pour se relever, hein. C'est ce que dit Thierry Ribaud dans Contre la résilience, hein, après Fukushima. Politique nationale de la résilience au Japon, pour ne pas avoir peur des radiations, il faut s'exposer. Bon, bah là, on voit bien l'arnaque de la résilience quand même, hein. Donc la résilience, c'est ça. Donc du coup, la résilience a des problèmes, mais quand même, ce qu'elle a apporté, c'est d'en finir avec cette histoire de la croissance infinie. Voilà. Quand on parle de résilience, ça veut dire qu'on a compris il va y avoir des fluctuations. Et donc la robustesse arrive juste après, et c'est normal, parce que la robustesse, ce n'est plus une trajectoire où on tombe et on se relève, c'est des conditions. On élargit les bornes pour autoriser des tas de trajectoires possibles, dont la trajectoire résiliente. Mais la robustesse, c'est le primat. Il faut d'abord être robuste pour que la résilience ne soit pas fatale. Et alors là où la sobriété arrive, eh ben c'est là en fait. C'est-à-dire que la sobriété dans le monde de la performance, ça s'est réduit à de l'efficience énergétique. On va faire des avions qui consomment moins de kérosène. Et bah, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils sont moins chers, ils sont plus attractifs et on les multiplie. Et moi, ça, c'est de la sobriété qui génère de l'ébriété. Et donc, en fait, la sobriété, c'est un très bel objectif, c'est une mauvaise stratégie. Parce que quand on commence par la sobriété, non seulement on fait des effets rebonds partout, pour le charbon, pour les pétroles, pour le pot familial de Nutella, hein, voilà, ça c'est typiquement c'est quelque chose qui pousse à la surconsommation, hein, alors qu'on pense faire des économies, hein, voilà, c'est un grand classique. Donc la sobriété, voilà, c'est une mauvaise stratégie, c'est un très bel objectif. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se placer dans les conditions qui génèrent la sobriété. Il ne faut pas commencer par la sobriété, parce que quand on commence par la sobriété, ça génère de l'ébriété. Il faut se placer dans des conditions qui génèrent la sobriété. C'est quoi ces conditions? Eh ben, c'est la robustesse. Quand on fait de la robustesse, très souvent, c'est plus compliqué, c'est plus hétérogène, il y a plus de redondance, donc c'est moins sobre. Mais par contre, ça génère de la sobriété parce que les parcelles sont autonomes, elles dépendent moins du pétrole, elles dépendent moins des engrais. Ça génère de la sobriété pour le territoire et pour le paysan. Mais on s'en rend même pas compte. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, la sobriété, c'est un produit, mais c'est pas la contrainte d'entrée. Du coup, est-ce que vous auriez, on a parlé de quelques ressources, notamment de se tourner vers la Belgique pour comprendre un peu comment les territoires mettent en pratique la robustesse. Est-ce que vous auriez quelques ressources documentées à nous faire connaître, au-delà de vos publications que vous pouvez aussi nous représenter, une ou deux ressources auxquelles nous aurions intérêt d'aller voir? Ouais, bon, je vais pas faire la pub pour mes publis, mais ouais, non, là, il y a un super documentaire de Nathanaël Coste, hein, qui s'appelle La théorie du boxeur. C'est un documentaire sur l'agriculture dans la Drôme, et donc avec toute la zoologie des solutions, alors agroécologiques, mais aussi qui vise un peu, enfin, c'est plus modéré, enfin, c'est assez modéré, et je trouve qu'il a trouvé il est sur la ligne de crête. Là où il faut. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec le glyphosate, voilà. Toutes ces questions-là, et je trouve qu'il les aborde avec douceur et avec modération. Et c'est assez joyeux de voir ça, parce qu'en plus, c'est dans un territoire qui est quand même assez en avance sur ces questions-là. Donc, bon, ça peut être une première piste. Je vais citer Mathieu Calam, Comprendre l'agroécologie, son bouquin qui a quelques années maintenant, là, mais qui est très pédagogique et où il fait bien la différence entre une agroécologie faible et une agroécologie forte. Donc, l'agroécologie forte implique toute la filière, en effet, jusqu'aux politiques, jusqu'à l'éducation, jusqu'au système social, etc. Enfin, voilà, donc ça peut être assez intéressant. Et puis, oui, un petit dernier, je regarde mes notes, oui, il y a Martin Le Chevalier qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le répertoire des subversions. Et ça, c'est assez joyeux. Je suis en train de lire. Je l'ai pas fini, mais je suis en train de lire. C'est assez génial. C'est c'est un ensemble c'est des petites histoires à chaque fois. C'est des artistes en général qui trouvent des moyens non violents de remettre en cause le système. Donc c'est par exemple un artiste qui, à un match de foot, va jeter un deuxième ballon sur le stade. Du coup, on remet en cause, c'est quoi cette compétition? Un autre, il va à un congrès politique, voilà, et il va applaudir très fortement, mais complètement à contre-courant. C'est ça qui est très joyeux, c'est que là, on n'est pas dans l'affrontement un peu arme contre arme. C'est une forme de non-violence qui fait évoluer la pensée, qui crée du jeu dans les rouages et qui justement va nous permettre en fait de dépolariser la société. Parce que c'est avec de l'humour, c'est avec de l'autodérision, avec humilité, et c'est un jeu infini, ça. C'est qu'en fait, on va continuer à jouer comme ça. Donc voilà, c'est assez joyeux. Donc ce seraient mes conseils de lecture du jour. Magnifique, merci beaucoup Olivier.
Voilà, on a fait un joli petit tour, un peu rapide, mais je pense que ça donnera à nos auditrices, auditeurs, l'envie de découvrir votre pensée et d'agir. On espère que ça aura cet effet bénéfique, c'est de donner à réflexion et surtout à agir. Parfait, avec plaisir. Merci beaucoup Olivier pour ce moment de partage et d'échange éclairant et passionnant. Ceux qui veulent approfondir cet entretien peuvent rejoindre votre formation, le cours que vous avez produit sur la formation Sator, d'une part, revenir aussi vers vos publications et on vous retrouve régulièrement sur LinkedIn, donc il y a beaucoup de manières de rester en contact avec vous. Amis auditrices et auditeurs, j'espère que cet épisode vous permettra de réfléchir et surtout d'agir et vous a éclairé sur des pistes de réflexion. N'hésitez pas à réagir et l'on se retrouve dans le prochain épisode où l'on approfondira la question de la prise en compte de la robustesse dans la trajectoire des filières agri-agro. Dans l'épisode suivant, nous interrogerons des professionnels responsables de filières agri-agro pour comprendre en effet leurs réflexions stratégiques, leurs engagements, leurs doutes et leur mise en pratique opérationnelle pour justement introduire la robustesse au sein des systèmes et des organisations qui les font vivre. D'autre part, n'hésitez pas à écouter les 4 podcasts précédents consacrés à One Health, une seule santé, qui éclaire l'interdépendance entre la santé des sols, la santé des végétaux, des animaux et des humains. À très bientôt sur Au cœur du réseau et au mois prochain. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Au cœur du réseau de Purpan Lumni. Si ce moment vous a inspiré ou donné envie de vous engager davantage auprès de notre belle communauté, n'hésitez pas à nous soutenir. Vous pouvez liker ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, laisser un commentaire et partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vos retours et votre enthousiasme que nous continuons à valoriser les talents et initiatives de notre réseau. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode.